Des milliers de soldats ont été contraints de maintenir des positions qu'ils ne pouvaient le plus défendre. Plusieurs divisions sont restées isolées parce qu'Hitler a interdit toute retraite, même lorsque la ligne avait été rompue et que l'encerclement était imminent. Les ordres étaient absolus. Résister, peu importe les pertes. Aucun commandant ne pouvait demander le repli sans risquer d'être accusé de déloyauté. Le système fonctionnait selon une règle fixe. Hitler décidait de chaque mouvement et annulait tout critère professionnel. Les unités devaient rester dans des secteurs sans munitions, sans carburant et sans route de fuite. Les villes désignées comme points de résistance devaient se maintenir jusqu'au dernier homme. Tout ajustement sur le terrain était considéré comme une infraction directe. La pression a augmenté à mesure que le front s'effondrait et les ordres sont devenus encore plus rigides. Qui a osé désobéir à ces instructions? Comment le régime a-t-il réagi lorsqu'un général a décidé d'agir de son propre chef? Le mandat inébranlable, l'origine du « ne jamais reculer ». L'ordre de ne jamais reculer n'est pas né d'un décret unique, ni apparu complètement formé à un moment précis de la guerre. C'était le résultat d'un processus graduel où ont convergé trois forces, l'idéologie nazie sur le territoire et la volonté, l'expérience personnelle d'Hitler durant la Première Guerre mondiale et la fracture progressive entre la tradition professionnelle de l'armée allemande et le système de commandement personnaliste du Führer. Avant 1939, l'armée allemande héritait d'une doctrine centenaire connue sous le nom d'Auftragstaktik, la tactique de mission. Ce principe opérationnel établissait que le commandement supérieur définissait des objectifs stratégiques, mais déléguait aux officiers subordonnés une large marge de décision sur la façon de les atteindre. Cette culture militaire, développée depuis les guerres prussiennes du XIXe siècle, privilégiait l'initiative individuelle, la flexibilité tactique et la confiance dans le jugement du commandant de terrain. C'était un système décentralisé qui permettait des réponses rapides face aux changements dans le terrain sans avoir besoin de consulter constamment la chaîne de commandement supérieur. La confiance mutuelle entre les niveaux hiérarchiques constituait le fondement de cette doctrine. Les généraux faisaient confiance à leurs subordonnés pour comprendre l'intention opérationnelle et agir en conséquence, même si les circonstances obligeaient à modifier les plans originaux. L'arrivée d'Hitler au pouvoir n'a pas immédiatement éliminé cette tradition, mais a commencé à l'éroder depuis sa base conceptuelle. Politiquement, le régime exigeait une loyauté personnelle absolue. En 1934, tous les membres des forces armées prêtèrent un serment direct à Hitler en tant que Führer, non à la Constitution ni à l'État allemand. Ce changement transforma le chef politique en la référence ultime d'autorité morale et opérationnelle. La chaîne de commandement cessa d'être purement professionnelle pour devenir une structure personnaliste où désobéir au Führer équivalait à trahison politique, non simplement à divergence tactique. Le serment liait le soldat non à une institution abstraite, mais à un individu concret dont la volonté était considérée comme inséparable du destin de la nation. Le premier indice significatif de cette tendance est apparu en mai 1940, durant la campagne contre la France. Lorsque les divisions blindées allemandes s'approchaient des troupes britanniques et françaises encerclées à Dunkerque, Hitler ordonna d'arrêter l'avancée des panzers pendant plusieurs jours cruciaux. Cet ordre, connu sous le nom de Haltebefehl, permit aux Alliés de consolider une tête de pont défensive et d'organiser l'évacuation de plus de 300 000 soldats vers l'Angleterre. Bien que techniquement il ne s'agissait pas d'interdire une retraite, mais d'arrêter une avancée, l'épisode anticipait deux traits centraux du style de commandement hitlérien. Son inclination à imposer des décisions opérationnelles contre le jugement des professionnels militaires et sa conviction que la volonté politique pouvait surpasser des analyses techniques basées sur la situation du terrain. Beaucoup de généraux interprétèrent Dunkerque comme un signe inquiétant. Hitler était prêt à prendre des décisions à haut risque en se basant sur sa propre perception de la guerre plutôt que sur les évaluations des états-majors. L'ordre d'arrêt, bien qu'il ait été justifié par la suite par divers arguments liés au terrain marécageux et à la préservation des forces blindées, laissa entendre que le Führer considérait la guerre comme un scénario où l'intuition politique et la volonté idéologique pouvaient prévaloir sur la logique opérationnelle traditionnelle. Pour les officiers formés à l'ancienne école prussienne, cela représentait une inversion de principes fondamentaux.
La politique devait établir les objectifs de guerre, mais la conduite opérationnelle revenait aux professionnels militaires. L'invasion de l'Union soviétique en juin 1941 a consolidé cette transformation. L'opération Barbarossa a été planifiée selon une conception de guerre totale qui s'alignait parfaitement avec l'idéologie nazie. Conquérir ce que l'on appelait l'espace vital vers l'Est, détruire le système bolchevique et soumettre des populations entières considérées comme inférieures. Les directives stratégiques reposaient sur l'hypothèse que l'Union soviétique s'effondrerait avant que l'Allemagne n'épuise ses ressources. Dans ce cadre idéologique, le territoire conquis n'était pas simplement un facteur tactique temporaire, mais un objectif historique et économique central. Céder du terrain nouvellement occupé n'était pas perçu comme une manœuvre militaire réversible, mais comme un recul par rapport à la mission fondamentale du Reich. Chaque kilomètre carré de terre soviétique représentait non seulement un avantage militaire, mais la réalisation concrète du projet impérial nazi. Lorsque l'offensive allemande s'est arrêtée devant Moscou et que l'armée rouge a lancé sa contre-offensive durant l'hiver 1941, la Wehrmacht a été confrontée à une situation nouvelle, des fronts étendus, des unités épuisées, des pénuries logistiques sévères et des températures extrêmes qui paralysaient les équipements et les hommes. La plupart des officiers de carrière étaient favorables à une défense flexible, incluant des replis limités pour raccourcir les lignes, concentrer les forces et éviter des encerclements définitifs. Hitler, au contraire, interprétait les premiers reculs comme le début d'un effondrement moral comparable à celui qu'il croyait s'être produit en 1918. Les conditions climatiques extrêmes aggravaient la situation, le froid atteignait des températures de 40 degrés en dessous de zéro, les huiles des moteurs gelaient, les soldats souffraient de gelures massives et l'équipement d'hiver était insuffisant ou inexistant. Le traumatisme de la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale était central dans la psychologie d'Hitler. Selon son interprétation, alimentée par le mythe du coup de poignard dans le dos, l'Allemagne n'avait pas été vaincue militairement, mais trahie de l'intérieur par des forces politiques qui ont miné la volonté de combat. Cette lecture déformée de l'histoire l'a conduit à considérer tout retrait comme le premier pas vers la désintégration interne. Pour lui, maintenir les positions à tout prix était une question de survie du régime, pas seulement une décision tactique. Le retrait, dans son esprit, n'était pas une opération militaire, mais un symptôme de faiblesse morale qui pouvait se répandre comme un contagion sur tout le front et à l'arrière. Ce fut alors que les premiers ordres formels d'adhérer sans possibilité de repli émergèrent. Au cours de l'hiver 1941 à 1942, Hitler interdit expressément de reculer, même lorsque les officiers sur le terrain le recommandaient. Divers rapports allemands de la fin de 1942 décrivent comment cette insistance à maintenir les lignes les plus avancées privait la défense de sa profondeur et de son élasticité, éléments fondamentaux de la doctrine militaire allemande traditionnelle. Les unités étaient liées à des positions fixes, sans réserve mobile, capables de répondre aux pénétrations ennemies, ce qui multipliait le risque d'encerclement et d'éradication. Paradoxalement, dans certains secteurs, l'ordre de résister quoi qu'il en coûte durant cette première crise hivernale a évité un effondrement total du front oriental. Plusieurs historiens ont souligné qu'à court terme, l'interdiction de reculer a pu empêcher la désintégration complète de groupes d'armées entiers qui auraient collapsé sous la pression combinée de l'ennemi et de la panique. Cette expérience a renforcé chez Hitler la conviction que son instinct politique était supérieur au jugement technique des généraux et que la volonté pouvait compenser des déficits matériels ou des erreurs de calcul. Pour Hitler, cette expérience constituait la preuve définitive que les généraux professionnels sous-estimaient le pouvoir de la détermination absolue. À partir de ce moment, l'idée de résister sur le terrain conquis sans possibilité de repli volontaire est devenue un principe structurel du commandement hitlérien. L'ancienne Auftragstaktik a progressivement été subordonnée à des ordres extrêmement détaillés, transmis directement depuis le quartier général du Führer. Les commandements intermédiaires n'étaient plus évalués en fonction de leur initiative ou de leur capacité de manœuvre, mais selon leur degré d'obéissance littérale face à des directives de plus en plus rigides. Le langage même du commandement a changé. Là où l'on parlait auparavant de mission et d'objectifs, on parlait maintenant de positions qui devaient être maintenues jusqu'à la mort.
Le changement n'était pas seulement technique, mais aussi idéologique. Dans la propagande du régime, la figure du soldat idéal était de plus en plus associée à la résistance fanatique, au mépris de la défaite et à la disposition à mourir plutôt que de reculer. Le discours officiel identifiait le retrait à la lâcheté et à la déloyauté, non à une manœuvre tactique. Cela renforçait un climat où toute proposition de raccourcir les lignes ou d'abandonner des positions était suspecte de manque de volonté, sinon de trahison potentielle au Reich. La propagande transformait le concept militaire de défense élastique en un terme péjoratif associé au défaitisme et au manque de caractère. Au sommet du système, le style de commandement d'Hitler s'est transformé en ce que certains historiens ont décrit comme un pouvoir charismatique, une forme d'autorité qui ne reposait pas sur une chaîne rationale bureaucratique, mais sur une relation de loyauté personnelle mêlée à la peur de l'exclusion ou de la destruction. Dans cette structure, le mandat de ne pas reculer est devenu une extension logique de l'idée que le Führer incarnait la volonté nationale et que tout recul territorial était une défaite politique directe d'Hitler lui-même. Chaque mètre de terrain perdu était interprété comme un défi personnel à son autorité. La centralisation progressive du commandement entre les mains du Führer s'est manifestée dans le fonctionnement de l'OKW, le haut commandement de la Wehrmacht et du quartier général personnel d'Hitler. À mesure que la guerre avançait, les décisions opérationnelles de haut niveau dépendaient de plus en plus d'Hitler en personne, qui intervenait dans les détails tactiques, imposait des lignes défensives rigides sur des cartes et refusait d'autoriser des replis proposés par des généraux ayant une expérience directe sur le terrain. Cette tendance s'est particulièrement accentuée après les crises de 1941 et 1942, lorsque Hitler interprétait le maintien des positions comme une confirmation de son propre jugement stratégique. Les réunions de planification opérationnelle se sont transformées en monologues où Hitler imposait des décisions basées sur des cartes obsolètes et sur une compréhension superficielle des conditions réelles du front. Ainsi, le mandat de ne jamais reculer n'était pas seulement un slogan verbal répété dans des discours, mais il s'est concrétisé par des directives précises, des ordres signés et des pratiques de commandement qui conditionnaient toute la structure militaire. L'interdiction de retraite était liée au refus de rendre des villes désignées comme des forteresses et à l'exigence de maintenir chaque point jugé stratégiquement important jusqu'au dernier homme. Ces concepts se consolideraient avec une dureté particulière en 1944 et 1945, mais leurs racines se trouvaient dans la combinaison d'expériences antérieures, l'ordre de Dunkerque, l'hiver de Moscou et l'idéologisation croissante de la guerre. Les forteresses, en théorie, devaient agir comme des ancres qui ralentiraient l'avancée ennemie. En pratique, elles se transformèrent en pièges mortels pour leur garnison. Un autre élément central était la peur personnelle d'Hitler d'une répétition du dénouement de 1918. Le souvenir du retrait, de l'effondrement du front occidental et de la révolution qui a suivi en Allemagne est devenu une obsession constante. Pour Hitler, les retraits n'étaient pas des opérations militaires réversibles, mais le premier pas inévitable vers l'effondrement interne et la désintégration du régime. C'est pourquoi le mandat de ne pas reculer ne répondait pas uniquement à des considérations tactiques, mais à une logique de contrôle politique, maintenir l'armée liée au front et sans marge pour des manœuvres autonomes qui pourraient déboucher sur une solution similaire à celle de 1918, c'est-à-dire sur une séparation entre l'armée et le leadership politique. Hitler craignait qu'un retrait significatif libère des unités qui pourraient devenir politiquement dangereuses ou permettre la formation d'un front interne d'opposition. La conséquence fut une tension structurelle profonde entre le professionnalisme militaire et la fidélité politique. De nombreux officiers de carrière comprenaient que la défense efficace exigeait de l'élasticité, des replis temporaires et une réorganisation des lignes. Mais le système de commandement personnel d'Hitler évaluait les commandants sur leur capacité à maintenir le terrain et à transmettre vers le bas l'idée de résistance absolue. Cette tension ne se résolut pas en faveur de la doctrine militaire classique, mais en faveur du mandat politique idéologique. Le résultat fut une culture de commandement où l'ordre de ne pas reculer était considéré comme un axiome inébranlable, un dogme qui n'admettait pas de remise en question, peu importe combien cela était irrationnel du point de vue opérationnel. L'interdiction de retraite, devenue un dogme absolu, serait le point de départ pour les conflits à venir.
Le front au bord, quand la guerre a rendu l'obéissance impossible. La désobéissance des généraux allemands face aux ordres de ne jamais reculer n'est pas née comme un mouvement organisé, ni comme un acte politique conscient contre le régime. C'était une réaction silencieuse, fragmentée et profondément personnelle, née du choc entre la réalité militaire du front oriental et la rigidité croissante du commandement hitlérien. Ces commandants n'ont pas conspiré ensemble, ni élaboré une doctrine alternative coordonnée. Ils ont simplement fait face, à différents moments et endroits, à des situations où obéir à l'ordre équivalait à la destruction immédiate de leurs forces. Leurs décisions étaient des actes individuels de survie tactique, pas des gestes de résistance politique. Erich von Manstein était l'un des stratèges les plus brillants de l'armée allemande, et aussi l'un des premiers à comprendre que la rigidité opérationnelle était incompatible avec la défense du front oriental. Bien qu'il fût connu pour sa loyauté institutionnelle et son apparente absence d'implication dans des complots contre Hitler, Manstein se distingue par son insistance à maintenir une conception mobile de la guerre même lorsque le Führer exigeait des positions rigides. En janvier 1943, après la catastrophe de Stalingrad, Hitler ordonna de maintenir le saillant du Dniepr et interdit toute retraite significative. Manstein, à la tête du groupe d'armées sud, considérait cette disposition insoutenable. Sa vision était claire: céder du terrain de manière contrôlée pour réduire le front, gagner du temps et regrouper les forces. Ce qu'il fit fut reformuler ses communications avec le quartier général, présentant certains mouvements comme des alignements de lignes ou des ajustements locaux, alors qu'en réalité, il exécutait des retraits opérationnels de dizaines de kilomètres. Lors de la troisième bataille de Kharkov, sa manœuvre défensive a abouti à une contre-attaque qui a stabilisé le front et a retardé la désintégration totale du Sud. Bien qu'elle ait techniquement enfreint l'interdiction de retrait, elle a réussi à démontrer que la flexibilité opérationnelle pouvait sauver des armées entières. Manstein désobéissait rarement de manière ouverte. Son style consistait à déguiser le besoin tactique en évolution naturelle de la situation, envoyant des rapports délibérément vagues qui permettaient à Hitler d'accepter des décisions présentées comme inévitables. Sa désobéissance était diplomatique, subtile, professionnelle. Il ne rompait jamais la chaîne de commandement explicitement, mais forçait l'élasticité des ordres jusqu'à les rendre compatibles avec la réalité militaire. Heinz Guderian représentait un cas différent. Figure clé dans le développement de la guerre mobile allemande, il était l'un des rares généraux à s'opposer ouvertement à Hitler sur la question des retraits. Sa vision opérationnelle était radicalement en désaccord avec la mentalité statique que Hitler avait imposée depuis la fin de 1941. En tant qu'inspecteur général des troupes blindées, Guderian occupait une position ambiguë. Il ne commandait pas d'armée complète sur le front, mais supervisait les doctrines et les affectations de forces blindées. Depuis 1943, il a averti à plusieurs reprises que les ordres de maintenir des positions sans reculer étaient en train de détruire les forces blindées qui dépendaient de la mobilité, des réserves et de la manœuvre. À de multiples reprises, il s'est opposé aux décisions d'Hitler de manière directe. Lors d'une réunion en 1941 à Borisov, il lui a même dit que ces ordres étaient militairement erronés et que, s'ils persistaient, les panzers seraient anéantis. Ce type de confrontation directe était extrêmement rare dans le système de commandement nazi, où la dissidence pouvait être interprétée comme une déloyauté politique. En 1944, lorsque le front s'est effondré en Biélorussie pendant l'opération Bagration, Hitler a interdit de retirer des divisions blindées clés du secteur et a ordonné de transformer des villes dévastées en places fortes sans valeur tactique. Guderian a répondu en permettant, ou du moins en ne s'opposant pas, à plusieurs commandants locaux d'exécuter des repliements courts pour éviter l'encerclement. Il a distordu des rapports, masqué des pertes réelles et autorisé des déplacements temporaires qui étaient en réalité des abandons de positions insoutenables. Contrairement à Manstein, Guderian ne le faisait pas avec diplomatie. Il le faisait avec fureur, critiquant souvent directement le Führer. Ses désobéissances, cependant, étaient tactiques, pas politiques. Malgré son ton défiant, il restait convaincu qu'il pouvait corriger Hitler de l'intérieur du système. Gotthard Heinrici représente peut-être l'exemple le plus clair de désobéissance techniquement parfaite. Il ne rompait pas les ordres, mais les vidait de leur contenu tout en maintenant leur apparence formelle. Spécialiste de la défense,
Obsédé par la conservation des vies, Heinrici avait une capacité exceptionnelle à détecter quand l'armée rouge allait lancer une offensive. Son jugement était fondé sur des analyses du terrain, des reconnaissances aériennes et des schémas de préparation soviétiques. Sa pratique la plus connue consistait à retirer discrètement les troupes de la première ligne des heures avant les bombardements massifs soviétiques, laissant des tranchées vides qui absorbaient la dévastation initiale. Cette mesure, qui a sauvé des milliers de vies, violait l'ordre de maintenir les positions exactes, mais en termes formels, elle n'impliquait pas d'abandonner le secteur. C'était une réinterprétation extrême du mandat. Maintenir la ligne signifiait pour lui maintenir la ligne après l'attaque et non pendant le feu préparatoire qui la précédait. Heinrici évaluait chaque ordre et décidait s'il était exécutable. Quand ce n'était pas le cas, il exécutait une version minimale qui préservait la cohésion du front sans sacrifier des unités entières. En 1945, à la tête du groupe d'armée Vistule, il a refusé de lancer des contre-attaques insensées dans la région de l'Oder lorsque Hitler exigeait des attaques frontales sans moyens suffisants. Sa rébellion, extrêmement technique, était fondée sur sa réputation de militaire pur, ce qui lui permettait une liberté que d'autres n'avaient pas. Il n'a jamais élevé la voix contre Hitler. Il faisait simplement ce qui était tactiquement nécessaire, le déguisant sous un langage fidèle. Walter Model, connu comme le pompier d'Hitler en raison de sa capacité à stabiliser des fronts en crise, se déplaçait constamment entre l'obéissance et la réinterprétation pratique des ordres. Il était profondément loyal à Hitler en termes idéologiques, mais comprenait la réalité opérationnelle mieux que tout autre général du haut commandement. Model ne désobéissait pas par défi intellectuel ni par conviction professionnelle envers le Führer. Il désobéissait parce qu'il comprenait que sa réputation dépendait d'éviter des catastrophes. Dans plusieurs secteurs, il appliqua un mélange particulier de discipline stricte et de flexibilité tactique. Une tactique récurrente de Model consistait à contre-ordonner discrètement des mouvements ordonnés par Hitler, envoyant des messagers personnels aux commandants subordonnés, avec des instructions informelles pour retarder, moduler ou modifier l'exécution. Cela créait une marge temporelle dans laquelle il pouvait réorganiser les positions avant que des ordres répétés n'arrivent de Berlin. Le modèle utilisait également des rapports extrêmement détaillés et alarmants pour convaincre Hitler que certaines positions ne pouvaient n'y pas être tenues. Il exagérait les pertes, déformait les statistiques ou suggérait que des secteurs entiers étaient sur le point de s'effondrer pour obtenir une autorisation indirecte ou tacite de retrait minimaux. C'était un maître de la manipulation bureaucratique. Il ne désobéissait pas ouvertement, mais transformait les ordres en quelque chose de différent en les diluant à travers son langage opératif. Sa désobéissance était pragmatique et profondément calculée. Il ne cherchait pas à entrer en collision avec Hitler, mais à gérer le chaos avec la moindre destruction possible. Hasso von Manteuffel, commandant de blindés connu pour son caractère froid et précis, incarne la forme la plus directe et professionnelle de désobéissance tactique. Pendant l'offensive soviétique de 1944 et les batailles défensives de 1945, Manteuffel appliquait une logique opérationnelle basée sur des mouvements rapides, des replis courts et un emploi concentré de blindés. Hitler, cependant, ordonnait de maintenir des lignes rigides même lorsque celles-ci avaient perdu toute cohérence. Dans plusieurs opérations, notamment dans les États baltes et ensuite en Hongrie, Manteuffel ordonna des retraits locaux sans autorisation préalable, les justifiant ensuite comme des impossibilités techniques de maintenir des positions. Sa méthode consistait à agir d'abord et à expliquer ensuite, s'appuyant sur le fait que les communications chaotiques du front rendaient difficile pour Hitler de contrôler en temps réel chaque décision. En hiver 1944 à 1945, lorsque l'armée rouge lançait des offensives dans plusieurs directions, Manteuffel réduisit de manière autonome des secteurs de son front pour concentrer des forces mobiles là où elles pouvaient avoir un impact réel. En le faisant, il laissait volontairement des zones peu défendues, qui étaient cédées sans combat significatif. Chacune de ces décisions impliquait un manquement direct au mandat de ne pas céder de terrain. Contrairement à Manstein ou Guderian, qui discutaient ou négociaient, Manteuffel agissait selon une logique purement militaire. La priorité était de sauver des unités, pas de défendre des positions symboliques. Sa rébellion était celle d'un commandant de champ qui connaissait intimement la relation entre espace, temps et survie.
En plus de ces cas célèbres, il y avait des douzaines de commandants de corps et de divisions qui, sans laisser de dossier spectaculaire, désobéirent en pratique à l'ordre de ne pas reculer. Leur désobéissance était presque toujours invisible, dispersée dans des milliers de petites décisions. Avancer la retraite quelques minutes avant le bombardement, abandonner des positions secondaires pour regrouper des bataillons, corriger localement une ligne défensive sans autorisation explicite, permettre à des unités isolées de se replier vers des positions plus favorables. L'effondrement du front oriental a généré un environnement dans lequel la survie tactique dépendait davantage du bon sens du commandant en fonction que des directives du haut commandement. L'ordre devenait, dans trop de cas, une fiction formelle qui n'était respectée que dans les rapports, tandis que sur le terrain, des décisions différentes étaient prises pour conserver ce qui restait des unités. Les généraux ne désobéissaient pas pour défier Hitler, ni pour remettre en question la structure du Troisième Reich. Ils le faisaient pour des raisons concrètes, préserver des forces là où des défenses rigides équivalaient à une destruction immédiate, conserver la mobilité là où la guerre de manœuvre allemande nécessitait des replis courts, éviter les encerclements là où le piège récurrent de l'armée rouge était de pénétrer et de flanquer, appliquer une expérience tactique accumulée après des années sur le front en sachant quand il était inutile de résister et exercer une responsabilité professionnelle en considérant comme un devoir moral de préserver les vies de leurs hommes face à des ordres suicidaires. À la différence d'autres formes de résistance au régime nazi, cette désobéissance ne s'exprimait pas dans des discours ni dans des actes politiques. Elle s'exprimait dans des décisions ponctuelles, lors d'heures critiques, sous une pression extrême. S'il existe un fil conducteur entre ces commandements si différents, c'est celui-ci. Tous comprenaient que la littéralité de l'ordre équivalait à l'effondrement immédiat. C'est pourquoi aucun ne l'a suivi à la lettre dans des conditions critiques. Chacun a agi à sa manière. Manstein avec une diplomatie opérationnelle, Guderian par confrontation directe, Heinrici avec une précision tactique presque chirurgicale, Model par manipulation des rapports, Manteuffel avec une action immédiate basée sur un critère militaire pur. Cette variété démontre que la désobéissance n'était ni un courant idéologique, ni une conspiration, mais la réaction presque inévitable de commandants confrontés à des ordres incompatibles avec la réalité du champ de bataille. Rébellion silencieuse. Les généraux qui ont défié l'ordre. Après l'échec de l'offensive contre Moscou à l'hiver 1941 et la dévastatrice défaite de Stalingrad au début de 1943, le front de l'Est est entré dans une phase où la logique de la guerre a définitivement tourné contre l'Allemagne. Ce qui en 1941 avait été une campagne offensive basée sur la surprise, la concentration de moyens et la supériorité tactique, s'est progressivement transformé en une lutte défensive, prolongée contre un ennemi qui ne cessait de croître en puissance industrielle, capacité de remplacement humain et domination opérationnelle. Le problème central était structurel et simple. La Wehrmacht était piégée sur un front de milliers de kilomètres, avec des lignes logistiques fragiles et une réserve d'hommes et de matériel qui ne pouvait plus compenser les pertes. Depuis 1943, l'armée rouge, soutenue par une industrie déplacée au-delà des Urals et par un système de mobilisation massive, augmentait constamment sa supériorité numérique et de feu. Alors que l'Allemagne avait des limites claires de production et de remplacement, l'Union soviétique disposait d'une base démographique et industrielle capable d'absorber des défaites dévastatrices et de continuer à accumuler de la force pour de nouvelles offensives. Les ordres de maintenir les positions et de ne pas reculer faisaient face à une réalité physique implacable, des divisions usées, un équipement incomplet, un combustible insuffisant et un ennemi capable de lancer des offensives successives sur de vastes fronts. Ce qui, sur une carte, pouvait sembler être des lignes fermes, sur le terrain, étaient des secteurs défendus par des unités très en dessous de leurs effectifs, avec peu de moyens antichars et une artillerie limitée. La rigidité des ordres venant du quartier général se heurtait à l'élasticité croissante de la doctrine soviétique qui apprenait à concentrer des forces en des points sélectionnés, à exploiter des brèches et à maintenir l'élan offensif pendant des semaines. La défaite allemande à Stalingrad a marqué un point de virage évident. L'encerclement et la destruction de la 6e armée n'ont pas seulement entraîné la perte de l'une des formations les plus prestigieuses de la Wehrmacht,
mais ont également démontré les conséquences pratiques de maintenir une position coûte que coûte dans un environnement opérationnel déjà insoutenable. Plus de 200 000 soldats allemands ont été piégés dans la poche, soumis à des bombardements constants, à des températures extrêmes et à une faim croissante. Lorsque enfin les restes de l'armée se sont rendus en février 1943, à peine 90 000 hommes restaient vivants. Après Stalingrad, l'armée rouge a pris l'initiative stratégique et l'Allemagne ne parviendrait plus jamais à remporter une victoire décisive à l'Est. Au cours de l'été 1943, la bataille de Koursk a marqué un autre moment clé. L'Allemagne a tenté une grande offensive autour de El Saillant de Koursk, espérant détruire un ensemble de forces soviétiques concentrées dans cette zone et récupérer l'initiative perdue. L'opération s'est terminée par un échec allemand, de lourdes pertes dans les unités blindées et la consolidation définitive de l'initiative soviétique. Koursk est considéré comme l'une des plus grandes batailles de l'histoire, impliquant des millions d'hommes, des milliers de chars et des affrontements aériens massifs. Son issue a clairement montré que la marge de manœuvre offensive allemande était épuisée. Depuis lors, la Wehrmacht a été contrainte de réagir à une succession presque continue d'offensives de l'armée rouge. Au fur et à mesure que les soviétiques gagnaient en expérience, leurs opérations passèrent de frappes linéaires à des campagnes profondément planifiées visant à percer le front dans toute sa profondeur. Un exemple extrême fut l'opération Bagration en été 1944, qui se concentra sur la destruction du groupe d'armées centre en Biélorussie. En quelques semaines, les soviétiques parvinrent à anéantir ou désorganiser la majorité des divisions allemandes dans ce secteur, récupérant des centaines de kilomètres de territoire et se plaçant à proximité de la frontière d'avant-guerre. Bagration est décrite comme l'une des défaites les plus catastrophiques subies par n'importe quelle armée dans l'histoire moderne. 28 divisions détruites, plus de 300 000 hommes morts ou capturés, et la perte d'une région entière du front. Dans ces conditions, le problème des ordres de ne pas reculer devenait brutalement évident. Quand une offensive soviétique parvenait à pénétrer, maintenir une ligne rigide signifiait que les secteurs adjacents restaient à leur position originale, tandis que l'ennemi avançait en profondeur par la brèche. La conséquence était prévisible. Les unités qui restaient fermes étaient menacées d'encerclement par les flancs et l'arrière. L'ordre de ne pas reculer transformait des secteurs entiers en futures poches de troupes qui finiraient entourées, détruites ou capturées sans avoir rempli aucun but défensif utile. En même temps, le terrain et les distances jouaient contre une défense rigide. À l'est, un repli de dizaines de kilomètres pouvait raccourcir les lignes, établir de nouvelles positions défensives dans des accidents géographiques favorables et permettre une réorganisation des forces. En revanche, l'interdiction de se retirer obligeait à défendre des points précis qui manquaient de valeur tactique réelle une fois la situation générale changée. Cette logique s'est intensifiée avec l'apparition des soi-disant forteresses, villes, villages ou positions désignées par Hitler comme places fortes qui devaient résister même si elles étaient encerclées. En théorie, ces forteresses devaient immobiliser des forces ennemies et gagner du temps. En pratique, beaucoup sont devenus des pièges mortels. L'expérience dans des lieux comme Ternopol, devenue place forte en 1944, montre comment des garnisons de plusieurs milliers d'hommes ont été encerclées et détruites alors qu'elles tentaient d'exécuter l'ordre de résister à tout prix. Du point de vue opérationnel, l'insistance à maintenir ces positions fixes ôtait de la flexibilité à l'ensemble du front, éloignait des unités de manœuvre des secteurs prioritaires et, à la longue, affaiblissait la capacité globale de résistance. La réalité du terrain affectait également la logistique. Les longues lignes d'approvisionnement, basées sur un réseau ferroviaire partiellement reconstruit et une flotte de camions insuffisante, ne pouvaient pas soutenir des fronts extrêmement avancés ou des saillies exposées. Lorsque les offensives soviétiques coupaient les routes ferroviaires ou les routes clés, les divisions qui avaient ordre de rester où elles étaient voyaient leurs approvisionnements diminuer rapidement. Munitions, carburant, nourriture, tout devenait rare. Un système défensif basé sur la résistance statique ne pouvait fonctionner que si des voies d'approvisionnement raisonnablement sûres existaient. Lorsque celles-ci étaient interrompues, l'ordre de ne pas reculer équivalait à ordonner aux unités de rester dans des positions de plus en plus vulnérables et mal approvisionnées. L'ennemi pratiquait également sa propre politique de non-recul. L'Union soviétique a implanté en 1942
l'ordre 227, avec sa consigne « un pas en arrière », qui imposait des peines sévères aux commandants qui ordonnaient des retraits non autorisés. Cet ordre reflétait la même peur de l'effondrement du front que ressentait Hitler. Mais contrairement à la situation allemande, à partir de 1943, l'Union soviétique disposait de réserves d'hommes et de matériel capables de soutenir ce type de mesures pendant des phases critiques. Pour les Allemands, qui entraient dans une phase d'infériorité généralisée, l'application rigoureuse d'ordres similaires laissait de moins en moins de marge pour des réponses flexibles et augmentait le risque de désastres irréversibles. Le passage de la guerre a également détérioré la qualité moyenne des unités allemandes. Les divisions vétérans, détruites ou très usées, étaient reconstituées avec des recrues moins expérimentées, des contingents d'autres pays ou des restes d'unités précédentes. La combinaison de l'expérience réduite, de la mobilité réduite et du manque de réserve au niveau de l'armée rendait particulièrement dangereuse tout ordre exigeant de maintenir une ligne sans possibilité de repli. Dans de nombreux secteurs, les commandants de division ou de corps se retrouvaient à défendre des fronts beaucoup trop larges avec des forces clairement insuffisantes, rendant irréaliste l'attente de tenir jusqu'au dernier homme face à des offensives massives. Face à cette réalité, certains commandements allemands ont commencé à défendre et, parfois, à appliquer secrètement une défense élastique basée sur des positions échelonnées, un retrait contrôlé et des contre-attaques depuis des lignes préparées en arrière-garde. Cette conception n'était pas nouvelle, elle faisait partie de la tradition allemande depuis la Première Guerre mondiale. Mais sur le front oriental, entre 1943 et 1945, son application était en contradiction directe avec les ordres d'Hitler. Des généraux ayant la réputation de spécialistes de la défense ont tenté d'adapter les dispositions de leurs armées à une logique de profondeur, retirant rapidement les troupes de la première ligne avant le début des grands bombardements soviétiques pour préserver des forces et céder du terrain de manière limitée. Ce type de tactique démontrait que la défense efficace à l'Est nécessitait flexibilité et espace pour manœuvrer. Mais en même temps, cela mettait en évidence la contradiction avec le mandat politique de ne pas reculer. Chaque nouvelle offensive soviétique qui pénétrait et déchirait le front mettait à l'épreuve non seulement les capacités militaires allemandes, mais aussi la possibilité même de respecter les directives provenant du quartier général d'Hitler. La campagne de 1944 a montré jusqu'à quel point la guerre était devenue incompatible avec les ordres de résistance statique. Dans le nord et dans le sud, la perte de régions entières a débordé la capacité de la Wehrmacht à créer de nouvelles lignes continues. Au centre, la destruction du groupe d'armées centre lors de l'opération Bagration a ouvert un énorme vide que les Allemands n'ont pas pu sceller correctement. Chaque tentative d'arrêter l'avance soviétique se faisait avec moins d'unités, moins de blindés, moins d'artillerie, tandis que l'ennemi augmentait son poids matériel et perfectionnait sa coordination entre l'infanterie, les chars et l'aviation tactique. La distance entre ce que demandait Hitler et ce que la réalité permettait est devenue abyssale. Dans de nombreux secteurs du front, il ne s'agissait pas de choisir entre obéir ou désobéir, mais de reconnaître que l'ordre était physiquement inapplicable. Unités épuisées, flancs non protégés et offensives simultanées dans diverses directions faisaient que le front allemand fonctionnait de plus en plus comme une série d'îles de résistance déconnectées les unes des autres qui tenaient quelques jours ou semaines avant d'être contraintes à céder ou à s'effondrer. Vers la fin de 1944 et le début de 1945, la situation a atteint un point critique. Les forces allemandes à l'Est se sont progressivement repliées vers le territoire du Reich lui-même, mais le repli n'était pas le résultat d'une manœuvre planifiée à grande échelle, mais plutôt le résultat cumulatif de collapses locaux, de sièges partiels et de retraits improvisés. Dans la mesure où le système de commandement s'accrochait à la logique de ne pas reculer, beaucoup de ces retraits n'étaient pas effectués à temps ni de manière ordonnée, mais lorsque c'était déjà trop tard pour sauver les unités impliquées. Le front oriental entre 1943 et 1945 illustre une tension extrême entre la volonté politique de résister sans céder de terrain et les dynamiques réelles d'une guerre industrielle de masse. Le déséquilibre des ressources, la perte de l'initiative, la maîtrise opérationnelle soviétique croissante et la dégradation progressive des unités allemandes ont transformé de nombreux ordres de ne pas reculer en impossibilité pratique.
Destination brisée, les conséquences personnelles sous le Reich. Les décisions de désobéissance, de réinterprétation ou de manipulation des ordres d'Hitler n'étaient pas sans conséquences. Bien que de nombreuses actions aient eu lieu dans des conditions de chaos opérationnel où la supervision était limitée, le régime disposait de mécanismes pour poursuivre, punir ou marginaliser ceux qu'il considérait comme insuffisamment loyaux ou disciplinés. Le système de commandement du Troisième Reich, profondément personnaliste, considérait la dissidence, même celle simplement opérationnelle, comme une forme de trahison potentielle. Bien que tous les cas ne se soient pas soldés par une arrestation ou une exécution, les conséquences pouvaient être dévastatrices. Retrait immédiat du commandement, isolement politique, surveillance par les SS, affectation à des postes sans importance ou même pression psychologique ayant conduit plusieurs officiers au suicide. Le degré de punition variait en fonction de la proximité du général avec Hitler, de sa réputation précédente et de l'ampleur de la désobéissance perçue. Un commandant avec des victoires récentes pouvait se permettre une certaine liberté tactique. Un avec un historique de retraite suspecte faisait face à des risques immédiats. La logique de la punition ne suivait pas de règles claires ni de procédures formelles, mais dépendait de l'humeur du Führer, des pressions du moment et de facteurs aussi arbitraires que la dernière conversation au quartier général. Erich von Manstein, malgré son prestige et ses victoires, fut l'un des commandants qui subirent les conséquences directes de son insistance à maintenir une défense flexible. Au printemps 1944, après des mois de désaccords de plus en plus aigus sur la nécessité de céder du terrain pour conserver des forces, Hitler décida de le destituer. L'excuse formelle fut des raisons de santé et la nécessité de sang nouveau sur le front. Mais la véritable raison était transparente pour tous. Hitler ne tolérait plus l'autonomie opérationnelle ni la divergence stratégique. Manstein a été retiré de son commandement du groupe d'armée sud et envoyé en réserve. Aucun nouveau poste, ni opérationnel ni consultatif, ne lui a été assigné, bien qu'il soit l'un des officiers les plus capables de la Wehrmacht. Son éviction n'a inclus ni arrestation ni exécution, car Hitler, sur le plan politique, se méfiait profondément de lui, mais valorisait son prestige parmi les officiers professionnels. Le punir ouvertement aurait créé des tensions dans une armée où il restait encore des figures qui respectaient profondément son autorité militaire. Après sa destitution, il a été soumis à une surveillance indirecte. Il n'a jamais occupé un poste de commandement. Sa chute démontre un schéma récurrent. Les généraux qui désobéissaient, pour des raisons strictement opérationnelles, pouvaient éviter la mort, mais pas la marginalisation absolue. Pour un homme qui avait dédié toute sa vie au service militaire, l'isolement équivalait à une mort professionnelle. Manstein a passé le reste de la guerre dans un retrait forcé, observant de loin comment le front qu'il avait tenté de sauver se désintégrait progressivement. Heinz Guderian a subi un destin différent mais tout aussi amer. Ses affrontements directs avec Hitler l'ont exposé à des épisodes de tension personnelle que d'autres évitaient soigneusement. En 1941, il avait déjà été suspendu temporairement après avoir protesté contre la conduite de la campagne de Moscou. Il est revenu au service, mais sa réputation en tant que critique frontale l'a placé dans une position délicate. En 1944, il a été nommé chef d'état-major général de l'armée, un poste qui, en théorie, le plaçait au cœur du pouvoir militaire. Mais en pratique, il était neutralisé par la centralisation absolue du pouvoir par Hitler. Guderian a essayé d'exercer son influence pour corriger la stratégie défensive, mais chaque discussion augmentait l'hostilité du Führer envers lui. Le point de rupture est arrivé en mars 1945, lorsque Guderian a insisté sur le fait qu'il était vital de retirer des troupes du front occidental pour renforcer l'Est avant l'attaque finale soviétique. Hitler a répondu en le destituant le 28 mars 1945, invoquant un épuisement. La justification médicale était un écran transparent. Guderian avait commis l'erreur d'insister sur une vérité gênante alors qu'Hitler ne tolérait plus aucune forme de dissidence. Après sa destitution, Guderian a été écarté sans cérémonie. Il n'a pas été arrêté ni exécuté grâce à deux facteurs, sa réputation en tant que père des forces blindées et la proximité de l'effondrement du Reich qui a limité la capacité du régime à entreprendre des représailles complètes.
Mais sa carrière a pris fin de manière abrupte et amère, étant expulsé du cercle de commandement lorsque la situation nécessitait le plus de clarté opérationnelle. Pour un homme qui avait révolutionné la guerre moderne avec ses théories sur l'utilisation des chars, finir ses jours dans l'ostracisme, tandis que l'armée qu'il avait aidé à construire s'effondrait, représentait une tragédie personnelle dévastatrice. Gotthard Heinrizi, modèle d'obéissance professionnelle, mais aussi de réinterprétation technique d'ordres insoutenables, fut l'un des derniers commandants à subir les conséquences directes de l'obsession d'Hitler pour la défense rigide. En avril 1945, à la tête du groupe d'armées Vistule, il faisait face à l'imminente offensive soviétique sur Berlin. Sa vision tactique l'a conduit à préparer des défenses en profondeur, à retirer en avance des troupes de secteurs indéfendables et à recommander un repli progressif vers l'ouest pour éviter l'encerclement total. Hitler interprétait cette prudence comme du défaitisme. Dans l'une des dernières décisions disciplinaires de la guerre, il a été destitué le 28 avril, l'accusant de ne pas respecter les ordres de maintenir chaque position sans reculer. Il a été remplacé par le général Kurt Student, bien que celui-ci n'ait à peine eu le temps d'exercer son commandement avant la fin de la guerre. Heinrizi n'a pas été arrêté ni exécuté, en partie parce que sa conduite était impeccablement militaire et qu'il n'y avait aucun indice d'implication politique. Mais sa destitution démontre à quel point la marge était étroite pour les commandants qui tentaient d'appliquer des mesures sensées en défense du Reich mourant. Même un retrait anticipé de quelques heures pouvait être interprété comme une trahison. Pour Heinrizi, qui avait sauvé des milliers de vies grâce à sa précision tactique, être destitué dans les derniers jours de la guerre pour avoir tenté de préserver ce qui restait de l'armée représentait la confirmation finale que le régime avait perdu tout lien avec la rationalité militaire. Le destin de Walter Model a été le plus dramatique et symbolique. Contrairement à d'autres généraux, Model était profondément loyal au régime et à Hitler. Cependant, cette loyauté ne l'a pas protégé des conséquences d'être à la tête de fronts déchirés qui s'effondraient sous d'énormes forces. Pendant l'opération Bagration, son groupe d'armées centre a été largement détruit, et bien qu'il n'ait pas été considéré comme coupable direct, la relation avec Hitler s'est tendue. En 1945, lorsqu'il commandait le groupe d'armées B dans la poche de la Ruhr, ses forces étaient complètement encerclées par les Américains. Hitler, obsédé par des résistances symboliques, espérait que Model défendrait la région jusqu'au dernier homme. Le général comprit qu'il n'y avait aucune possibilité militaire. Il tenta de négocier une reddition partielle pour sauver des troupes et des civils, mais ne parvint pas à des avancées significatives. La pression interne s'intensifia lorsque le régime l'inclut symboliquement parmi les traîtres militaires après l'échec généralisé sur le front occidental. Le 21 avril 1945, en voyant que la défaite était totale et que sa capture pourrait entraîner des accusations de crimes de guerre, Model se suicida près de la ville de Ratingen. Sa mort illustre un cas extrême. Un général qui avait tenté d'être l'exécuteur le plus fidèle de la volonté d'Hitler, payant le prix ultime lorsque même sa loyauté fanatique fut insuffisante face à l'effondrement général. Model avait sauvé des fronts impossibles, avait stabilisé des crises opérationnelles maintes fois, et finalement, il se trouva piégé dans une situation sans issue où ni l'obéissance ni la désobéissance ne pouvaient changer le résultat. Son suicide fut l'acte final d'un homme détruit par les contradictions inhérentes au système qu'il avait servi. Hasso von Manteuffel a eu un destin différent et, au sein du groupe de généraux qui désobéirent aux ordres de ne pas reculer, il fut l'un des rares dont la carrière ne fut pas violemment interrompue. Ses tactiques de repli et de concentration des forces, bien que contraires à de multiples directives de Hitler, produisaient souvent des résultats défensifs appréciés par le haut commandement. Cela le protégea partiellement. Néanmoins, sa relation avec Hitler se détériora progressivement, surtout à la fin de 1944, lorsque Manteuffel insista pour un retrait ordonné dans le secteur de la Vistule que Hitler rejeta. Bien qu'il n'ait jamais été accusé formellement de défaitisme, il a été écarté de plusieurs postes clés et relégué à des fonctions de moins en moins décisives. Sa dernière tâche importante fut lors de l'offensive des Ardennes, où il exerça un commandement tactique réussi mais insuffisant face aux conditions défavorables. La chute de Manteuffel s'est manifestée par une perte progressive d'influence. Hitler se méfiait de quiconque proposait des repliements et le style pratique du général était en contradiction avec la logique politique du Führer.
Néanmoins, il fut l'un des rares à terminer la guerre sans avoir été destitué de manière abrupte, arrêté ou poussé au suicide. Son destin reflète une catégorie particulière, celle des commandants qui ont survécu, non pas parce qu'ils obéissaient, mais parce que leur efficacité tactique rendait plus coûteux pour le régime de se passer d'eux. Manteuffel comprenait que sa survie dépendait d'un équilibre précaire entre résultats tangibles et désobéissance discrète. Au-delà des noms principaux, il y avait des dizaines de généraux de corps et de divisions qui ont subi des conséquences plus directes et rapides. Beaucoup ont été destitués en quelques heures pour s'être retirés sans autorisation. Quelques exemples typiques des commandants qui ont cédé des secteurs mineurs pour éviter un encerclement immédiat ont été renvoyés sous des accusations de lâcheté. Des commandants de division qui ont tenté de raccourcir les lignes ont été réaffectés à des postes administratifs ou envoyés en réserve. Des commandants de corps qui ordonnaient des retraits tactiques sans approbation étaient soumis à une enquête sommaire par des tribunaux militaires. Dans certains cas, les licenciements étaient accompagnés de menaces voilées de la part des officiers de la SS ou du parti, rappelant que la désobéissance pouvait être interprétée comme une forme de trahison. Bien que tous n'aient pas été emprisonnés ou exécutés, beaucoup ont ressenti une profonde dégradation personnelle, perte de commandement, isolement, suspicion constante, surveillance et diffamation interne. Un nombre réduit a effectivement été arrêté pour s'être retiré sans permission, notamment en 1942 et 1943, lorsque Hitler essayait d'imposer une discipline absolue après les revers à l'Est. Ces arrestations aboutissaient rarement en exécution, bien qu'il y ait eu des cas, mais elles ruinaient la carrière de l'officier, qui ne recevait souvent plus aucun commandement significatif. La figure du traître militaire dans le discours du régime servait d'avertissement constant. Bien que la propagande nazie avait tendance à présenter les généraux comme des figures héroïques, le régime avait également besoin de boucs émissaires lorsque les défaites étaient trop visibles. Certains généraux destitués pour s'être retirés sans autorisation ont été cités indirectement comme des exemples de manque de volonté, de pessimisme militaire ou de défaitisme. Ces termes avaient un poids énorme dans le système nazi. Ils suggéraient une déloyauté idéologique et jetaient une ombre sur la réputation de l'officier. Un général étiqueté comme défaitiste était condamné à l'isolement. Il ne recevait pas de nouveaux commandements, n'avait pas accès au quartier général, était ignoré par la presse militaire et, parfois, on lui interdisait d'assister à des réunions stratégiques. Cette punition était particulièrement destructrice pour les officiers de carrière qui avaient construit leur identité professionnelle autour du service actif. Lorsque le Reich s'effondrait, le système de punition a également commencé à se désintégrer. La capacité d'Hitler à destituer ou à exécuter a diminué à mesure que le chaos s'emparait de Berlin. Certains généraux se sont sauvés simplement parce que le régime n'avait plus les moyens de les persécuter. D'autres ont continué à obéir à des ordres arbitraires sous menace implicite, craignant que tout retrait improvisé puisse être interprété comme une trahison. Au cours des derniers mois de la guerre, la distance entre ce qu'Hitler ordonnait et ce qui était possible d'exécuter est devenue un abîme. Les conséquences personnelles de désobéir au principe de ne jamais reculer peuvent être regroupées en 4 catégories principales: destitution immédiate, le sort le plus commun pour les généraux séparés du commandement pour avoir permis des retraits sans autorisation, isolement politique, officiers progressivement marginalisés, utilisés seulement comme figure décorative ou maintenus en réserve sans commandement réel, suicide sous pression extrême, le cas le plus dramatique représenté par Model, suivi par quelques commandants de rang inférieur qui voyaient dans la mort la seule issue face à des accusations imminentes, et survie par efficacité tactique, car rares comme Manteuffel, généraux qui ont conservé leur position parce que leur efficacité était plus précieuse que leur obéissance littérale. Les destinées de ces généraux n'étaient pas le résultat d'une purge interne organisée, mais le produit d'un système où la politique avait complètement dévoré la stratégie. La désobéissance, même lorsqu'elle sauvait des armées entières, était considérée comme suspecte. L'obéissance absolue, même lorsqu'elle menait à la catastrophe, était célébrée comme loyauté. Le prix personnel de désobéir à Hitler allait de la destitution silencieuse à la mort, selon des facteurs aussi imprévisibles que la personnalité du général, sa relation avec le Führer, le moment de la guerre et l'ampleur de l'effondrement dans son secteur. Le coup final, le prix historique de dire non à Hitler,
Les désobéissances des généraux allemands face aux ordres de ne pas reculer n'ont pas changé le cours final de la Seconde Guerre mondiale. Le déséquilibre matériel entre l'Allemagne et la coalition alliée était trop grand pour que des décisions tactiques individuelles altèrent le dénouement inévitable. Cependant, ces actions ont eu des conséquences profondes qui ont transcendé le champ de bataille immédiat et ont laissé des marques durables sur la structure militaire allemande, sur la relation entre l'armée et le leadership politique et sur la façon dont l'effondrement du Troisième Reich serait ultérieurement commémoré. L'impact opérationnel le plus évident a été la prolongation de la capacité défensive allemande. Les retraits non autorisés, les replis discrets et les réinterprétations d'ordres impossibles ont évité l'anéantissement prématuré de dizaines de divisions. Chaque fois qu'un commandant retirait sa ligne avant un bombardement massif, il sauvait des bataillons entiers qui auraient autrement été pulvérisés. Chaque fois qu'un général réduisait son front sans autorisation, il préservait des réserves mobiles capables de répondre à des pénétrations ennemies. Ces actions, cumulées au fil des mois, ont retardé l'effondrement opérationnel du front oriental de plusieurs mois. Sans ces désobéissances tactiques, il est probable que l'Union soviétique ait pénétré en Europe centrale significativement plus tôt que ce qui s'est produit. La résistance allemande à l'Ouest aurait été encore plus faible et la carte politique de l'après-guerre aurait pu être différente. Bien que ce soit des spéculations, ce qui est indiscutable, c'est que les décisions de commandants comme Manstein, Heinrici et Manteuffel ont permis à des groupes d'armées entiers de maintenir une certaine cohésion alors que l'obéissance littérale aurait produit leur destruction immédiate. Mais cet effet positif a eu un prix politique interne dévastateur. Chaque acte d'autonomie militaire érodait l'autorité du Führer, bien que cette érosion soit silencieuse et cachée dans des communications chiffrées ou des rapports délibérément ambigus. À chaque retrait non autorisé, l'idée que Hitler était le stratège suprême s'affaiblissait. Le mandat de ne pas reculer avait été présenté comme une expression directe de la volonté du Führer, et chaque violation de ce mandat prouvait que cette volonté n'était ni omnipotente ni exécutable. Cette contradiction a créé un vide de pouvoir structurel au sein de l'appareil militaire. Bien que Hitler signât les ordres, les commandants sur le terrain déterminaient si ces ordres pouvaient être appliqués. L'écart entre l'autorité formelle et l'autorité réelle a généré des effets destructeurs. Elle a érodé la cohésion interne de l'armée, alimenté des soupçons mutuels entre Hitler et ses généraux, multiplié les cas de communication contradictoires et engendré un environnement où le mensonge bureaucratique est devenu habituel. Présenter des retraits comme des alignements ou des ajustements techniques est devenu une pratique courante, non pas comme un acte de rébellion, mais comme une stratégie de survie institutionnelle. La désobéissance a révélé quelque chose de fondamental sur la nature du Troisième Reich. Le système dépendait davantage de l'intimidation que de la rationalité. L'appareil militaire était en conflit avec lui-même au niveau le plus élevé. Hitler exigeait une obéissance absolue, mais manquait des moyens pour vérifier cette obéissance en temps réel. Les généraux maintenaient l'apparence du respect des ordres tout en exécutant des versions modifiées de ceux-ci. Cette dualité a transformé l'armée allemande en une structure profondément dysfonctionnelle, où personne ne faisait pleinement confiance à personne. Un autre aspect crucial était l'érosion du mythe du Führer infaillible. L'autorité d'Hitler s'était construite sur la perception d'un génie stratégique cultivé pendant les campagnes de 1939 à 1941. Chaque victoire renforçait l'idée qu'il possédait un instinct supérieur à celui des officiers professionnels. Ce mythe s'est progressivement effondré à mesure que les défaites s'accumulaient et que les généraux commençaient à agir de leur propre chef. Les désobéissances démontaient que Hitler était déconnecté de la réalité du front, que ses décisions n'étaient pas opérationnellement viables et que la survie militaire dépendait du jugement des chefs locaux. Bien que ces conclusions soient rarement exprimées ouvertement, elles se sont répandues à tous les niveaux de l'armée. Elles ont fonctionné comme une sorte de référendum tacite contre la capacité militaire d'Hitler. Chaque intervention personnelle du Führer qui s'avérait préjudiciable renforçait cette perception et accélérait la perte de confiance au sommet du pouvoir. Vers 1944, la réputation militaire de Hitler parmi ses propres commandants était considérablement érodée. Cette érosion a constitué un des antécédents psychologiques du désir croissant dans certains cercles militaires de limiter son pouvoir.
Bien que tous les généraux ne se soient pas impliqués dans des conspirations politiques, la perception généralisée de l'incompétence stratégique du Führer a créé un climat où de telles conspirations semblaient moins impensables que dans les années précédentes. La réponse d'Hitler à cette situation était prévisible mais contre-productive. Plus les généraux désobéissaient par nécessité technique, plus Hitler chercha à imposer un contrôle absolu. Il augmenta son intervention directe dans les détails tactiques, intensifia la pression sur les SS pour assumer des rôles opérationnels et accéléra le remplacement de professionnels par des fanatiques. Cette réaction affaiblit encore plus la capacité militaire du Reich, générant un cycle destructeur. La désobéissance provoquait plus de rigidité, la rigidité provoquait plus de désobéissance. Hitler s'est progressivement entouré de conseillers moins compétents mais plus obéissants. Les officiers ayant la réputation de réalisme tactique ont été systématiquement marginalisés. Le résultat fut un haut commandement de plus en plus éloigné de la réalité opérationnelle, incapable de traiter des informations véridiques sur l'état du front parce que ces informations contredisaient les récits que Hitler exigeait d'entendre. Après la guerre, les désobéissances ont eu un impact inattendu sur la construction de la mémoire militaire allemande. Dans les années 50 et 60, alors que la Bundeswehr se formait en Allemagne de l'Ouest, plusieurs de ces généraux ont été consultés pour reconstruire une tradition militaire détachée du national-socialisme. Le fait que beaucoup aient désobéi à des ordres jugés absurdes ou suicidaires a été utilisé dans certaines narrations d'après-guerre pour renforcer l'idée que la Wehrmacht était une institution professionnelle qui, à certains moments, a tenté de corriger les excès idéologiques du régime. Cette interprétation a fait l'objet de critiques historiographiques sérieuses. La Wehrmacht a participé activement à des politiques criminelles et présenter les désobéissances tactiques comme des actes de résistance morale constitue une distorsion historique. Cependant, il est vrai que ces désobéissances ont créé un espace narratif où certains officiers pouvaient mettre en avant leur autonomie tactique comme preuve qu'ils n'étaient pas des instruments aveugles de Hitler. Cette narration a été utile lors de la reconstruction des forces armées allemandes dans le contexte de la guerre froide. La nouvelle doctrine de la Bundeswehr, fondée sur le concept de citoyen en uniforme, trouvait dans ces histoires un précédent utilisable, bien que filtré et réinterprété. L'idée qu'un officier pouvait et devait remettre en question des ordres manifestement illégaux ou destructeurs est devenue un principe fondamental de la nouvelle institution militaire allemande. Les désobéissances du front oriental, dépouillées de leur contexte complexe et problématique, ont été intégrées comme exemple de responsabilité professionnelle face à un leadership irrationnel. À un niveau politique plus large, les désobéissances ont également révélé une caractéristique fondamentale du Troisième Reich, son incapacité structurelle à apprendre. Chaque échec opérationnel produit par des ordres rigides aurait dû générer une correction dans le système de commandement. Au lieu de cela, chaque échec renforçait la paranoïa de Hitler et sa conviction que les généraux le trahissaient. Le régime était incapable d'intégrer des retours d'informations négatifs, d'adapter sa stratégie à la réalité ou de reconnaître des erreurs fondamentales dans sa conduite de la guerre. Les désobéissances n'ont pas pu changer cette dynamique car elles étaient des actes fragmentés, individuels, tactiques. Il n'y avait pas de coordination entre les généraux qui désobéissaient, ni de projet alternatif de conduite de la guerre. Chaque commandant agissait dans son secteur sous ses circonstances spécifiques, sans vision d'ensemble. Cette fragmentation garantissait que, même lorsque les désobéissances sauvaient des unités particulières, elles n'altéraient pas la trajectoire générale du conflit. Le coût humain doit également être pris en compte. Les désobéissances ont sauvé des dizaines de milliers de vies allemandes en évitant des sièges inutiles et des destructions sans but tactique. Mais, en prolongeant la guerre, elles ont également prolongé la souffrance sur tous les fronts. C'est l'une des paradoxes morales les plus complexes. Des commandants qui agissaient selon des principes militaires rationnels ont involontairement contribué à prolonger un régime criminel et une guerre d'anéantissement. Il n'existe pas de résolution simple à cette paradoxe. Les généraux qui désobéissaient ne le faisaient pas pour sauver le monde du nazisme, mais pour préserver leurs unités selon des critères professionnels. Leur motivation était militaire, non politique. Cependant, l'effet cumulatif de leurs actions était dual. Ils ont atténué des catastrophes immédiates, mais ont prolongé l'agonie du Reich. L'héritage de ces désobéissances demeure ambigu.
Ils ont démontré que même au sein d'un système totalitaire, des individus ayant une autorité opérationnelle conservaient des marges d'action. Ils ont révélé les limitations du pouvoir absolu lorsque ce pouvoir est exercé sans lien avec la réalité. Ils ont montré que l'obéissance aveugle peut être plus destructrice que la dissidence tactique. Mais ils ont également mis en évidence que la dissidence fragmentée, sans coordination ni but politique clair, est insuffisante pour modifier des trajectoires historiques fondamentales. Les désobéissances face aux ordres de ne pas reculer représentent l'un des épisodes les plus complexes de l'histoire militaire du Troisième Reich. Ce ne furent pas des actes héroïques de résistance anti-nazie, ce ne furent pas non plus de simples violations disciplinaires sans importance. Ce furent des décisions professionnelles prises sous une pression extrême par des hommes qui comprenaient que la littéralité des ordres équivalait à la destruction, mais qui manquaient des outils ou de la volonté pour s'opposer au système dans son ensemble. Son prix historique a été la constatation que, dans un régime où l'idéologie dévore la raison, même les actes de rationalité tactique deviennent insuffisants. La volonté professionnelle s'est heurtée à la volonté politique et a perdu, non pas parce que les généraux étaient incompétents, mais parce qu'ils opéraient au sein d'une structure qui avait transformé l'irrationalité en principe de gouvernement. Le mandat de ne jamais reculer n'a pas été vaincu par les désobéissances. Il est simplement devenu irrelevant lorsque le front s'est effondré et que le Reich s'est désintégré. Ce qui reste, c'est la preuve que, pendant quelques années cruciales, certains commandants ont choisi de préserver des vies et des unités face à des ordres qu'ils savaient destructeurs. Ils l'ont fait sans coordination, sans projet alternatif, sans aspiration politique. Ils l'ont fait parce qu'à ce moment spécifique, dans ces circonstances concrètes, il n'y avait pas d'autre option rationnelle. C'était leur victoire tactique, c'était aussi leur défaite historique définitive.